La température continue de grimper ce vendredi en Bretagne avec jusqu'à 35 degrés à Rennes. L'Ille-et-Vilaine et le Morbihan ont d'ailleurs été placés en vigilance orange canicule. Et dans le Finistère, ce sont 42 communes qui sont visées par un arrêté limitant certains usages du feu. Un phénomène météorologique qui s'accompagne d'importants pics de pollution non sans conséquences sur notre santé. Nous en parlerons au début de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne du vendredi 20 juin. Un pic de chaleur traverse la Bretagne depuis ce mercredi, dégradant la qualité de l'air. En cause, l'ozone, ce gaz formé par la pollution automobile et aggravé par les conditions climatiques. Mais alors, quels impacts pour les habitants? Louane Le Roland et Jeanne Janvier nous en disent plus. Le thermomètre affiche 37 degrés, volets fermés et rue déserte. La canicule est bien installée en Bretagne. Conséquence de ce pic de chaleur, l'augmentation d'ozone. Ce gaz produit par la pollution et le soleil abîme l'air qu'on respire. Les Brestois ne semblent pas être perturbés. Le tram, les bus, tout ça, ça n'empêche pas la pollution. Et puis, avec la chaleur, on le ressent plus, je pense aussi. Personnellement, je n'ai pas spécialement remarqué de changement. Enfin, moi, j'habite à Châteaulin et l'air que je respire, je ne fais pas spécialement attention à ça. Pas spécialement remarqué d'aspect particulier lié à l'air. Là, vous m'apprenez maintenant qu'on est en rouge, hein. Sinon, vous ne savez pas. Les zones rouges concernent principalement le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, où le seuil de l'ozone devrait dépasser la normale vendredi 20 juin et samedi 21 juin. Des épisodes de forte chaleur qui alertent sur un avenir plus chaud. Et à long terme, c'est le polluant qui nous inquiète le plus en termes de qualité de l'air, parce qu'avec le réchauffement climatique et les vagues de chaleur qui s'amplifient et qui sont de plus en plus fréquentes et régulières, eh bien, on va être de plus en plus soumis à ces pics d'ozone associés aux pics de chaleur. L'ozone est un gaz irritant, et donc les personnes qui ont des problèmes pulmonaires peuvent avoir des difficultés respiratoires accrues lors des pics de chaleur et des pics d'ozone. Cette vague de chaleur s'étend sur toute la France. Elle devrait se terminer ce dimanche, lorsque les températures reviendront au normal de saison. Et si vous voulez échapper à la chaleur, certains endroits en Bretagne y sont un peu moins exposés grâce à des microclimats de plus en plus prisés. Le climatologue Franck Barrère revient sur ces îlots de fraîcheur naturels permis notamment par une proximité avec la mer, un certain relief et un type de sol favorable à la fraîcheur. On l'écoute. Sur le littoral, en été, en Bretagne, il fait moins chaud que dans l'intérieur. Oui. Mais par contre, en hiver, c'est l'inverse. Il fait plus doux sur le littoral que dans l'intérieur. Oui, Donc, ça, ouais. les effets peuvent être inversés selon les saisons. Sur les îles bretonnes, les effets sont, on va dire, décuplés par rapport à ce que je disais. Donc très peu de gel. Souvent, ils ne gèlent pas à Ouessant ou même à l'île de Groix en hiver. Et puis en été, à Ouessant, on sait qu'on a du mal à franchir les 20 degrés. Sauf hier, on a eu 25 degrés, mais c'était exceptionnel. Les îles, c'est l'exemple type des microclimats. Et sous ces chaleurs, une cinquantaine de personnes ont campé pendant plusieurs jours pour réaliser leur rêve de devenir propriétaire. Ça se passe à Concarneau où l'OPAC, l'Office public d'aménagement et de construction, proposait 70 lots à vendre à prix réduit. Alors forcément, pour avoir le meilleur lot, certains étaient prêts à dormir sur place. Un reportage d'Arthur Melter. C'est la fin d'une attente de 2 jours sous le soleil et les fortes chaleurs pour Laurine. À peine diplômée de son école d'infirmière mercredi, elle est venue ici attendre avec son compagnon pour réaliser son rêve, devenir propriétaire. Alors forcément, à quelques mètres du but, l'émotion monte. C'est vrai que c'est le stress et puis c'est le projet d'une vie, donc on attend ça avec impatience, donc on a trop hâte, quoi. Comme elles y sont une cinquantaine à avoir affronté le coup de chaud de cette fin de semaine pour réserver un terrain dans ce futur lotissement de Concarneau. On est arrivé mardi soir, nous étions les premiers et nous avons très vite eu plein de gens qui nous ont rejoints et nous avons fait nos premières fêtes de voisins dans le quartier depuis 2 soirs. Il y a 75 lots, on n'est que 50, donc on espère tous trouver notre bonheur. Il faut dire que les prix sont attractifs. Ici, l'OPAC, l'Office public d'aménagement et de construction, vend la parcelle 150 € le mètre carré, soit une centaine d'euros moins cher que les prix du marché. La demande était donc forte, mais la règle était simple. Premier arrivé, premier servi. Les premiers arrivés sur le terrain qui se sont dit, bon, il faut s'organiser un petit peu, sinon ça va être de la fourre d'empoigne. Donc un carnet a été ouvert pour noter chacun son nom en fonction de l'ordre d'arrivée dans la file d'attente.
Pour autant, tout le monde ne pouvait pas prétendre à cette offre. L'objectif est de permettre à tous de se loger et de favoriser un parcours d'accession à la propriété. Donc nous acceptons uniquement les projets en résidence principale. Les résidences secondaires, les investissements ne sont pas acceptés sur ce projet. Nous demandons aux candidats de s'engager sur ce principe, de s'engager à bâtir une maison bien évidemment et à habiter sur le lotissement pendant une durée de 10 ans. À 14h14, le grand moment arrive pour Laurine en espérant que le terrain qu'elle a repéré soit encore disponible. Oui, le lot 30, numéro 10. S'il y a des questions, on se voit la semaine prochaine. D'accord. Parfait. Merci. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Ça fait bizarre, ça y est quoi, c'est un peu plus officiel. Donc on est trop contents, c'était ce qu'on voulait et on a le lot qu'on voulait. Donc ça valait le coup de rester campé et cramer au soleil pendant 3 jours. Donc c'est bon, on est très contents. Ce n'est qu'un début, nous informe l'OPAC, qui proposera bientôt ici une centaine de logements à la location ou réservés aux primo-accédants. Le lycée Diwan de Carré pourrait prochainement sortir de l'impasse. Cet établissement emblématique de l'enseignement en langue bretonne faisait face depuis la rentrée 2024 à des conditions de travail dégradées. Après différents rassemblements organisés ces derniers mois, la région Bretagne a présenté ce jeudi soir une solution durable sur la base d'un plan incluant une gestion autonome et un soutien financier adapté qui viserait à stabiliser l'établissement. Deuxième site touristique payant de Bretagne après Océanopolis à Brest, le parc animalier de Branferré fête cette année ses 60 ans. En 1965, à son ouverture, très peu de réglementations régissaient les parcs animaliers français. Branferré se définit aujourd'hui comme le précurseur en la matière. Élément d'explication avec Philippe Loïc Jacob, président du parc, au micro de France-Marie Notmas. On n'a pas attendu les normes pour pouvoir pour s'assurer du bien-être animal. Moi, ce qui me mobilise ici, et nous avons des vétérinaires, des soigneurs, ce qui me mobilise, c'est véritablement m'assurer que ces animaux, qui sont bien entendu en semi-liberté, soient dans les meilleures conditions possibles de préservation. On est aujourd'hui à plus de 300 000 visiteurs donc annuellement, donc c'est quand même une très grosse fréquentation. On ne cherche pas forcément à avoir beaucoup plus de visiteurs parce que en fait, Branferré, qui est donc un parc où on se promène, on n'a pas envie qu'il y ait trop de monde qui se croisent. C'est essayer de trouver ce juste milieu entre, à faire croître un peu la fréquentation parce qu'on a des investissements à faire et donc il faut bien payer ces investissements, mais sans trop augmenter parce que ça perdrait un peu cette magie d'être à la rencontre d'animaux en semi-liberté. À Brest, 5 lieux abandonnés ont été sélectionnés par la ville pour reprendre vie. En tout, ce sont 9 projets répartis sur les sites qui ont été proposés. Ils sont maintenant soumis au vote des Brestois. Un reportage de Jeanne Janvier. Là, il y a une entrée, mais il y aura aussi une entrée là-bas. En fait, l'idée, c'est qu'il y ait des verrières partout pour avoir un lieu hyper lumineux. Lémi, Léa et Florian sont à l'origine du Café de la Gare à Saint-Pierre. Soutenus par la Carène, ils ont répondu présent à l'appel à projet lancé par la mairie. Et notre projet, c'est le Café de la Gare. On propose un café, parce que déjà dans le bourg de Saint-Pierre, ça manque un petit peu, et un lieu pour se rassembler, être ensemble. Et donc il y aurait des événements culturels, de la musique, du théâtre, des matchs de foot qui seraient diffusés. Et voilà, vraiment un lieu intergénérationnel, familial. Le café fait partie des 9 projets choisis et soumis au vote des Brestois. Le kiosque à musique Square Wilson, l'esplanade de la Maison du Corsaire Rive de Pinfeld, les anciens locaux de la voirie de Brest Métropole et la rotonde à Bellevue sont les 4 autres lieux sélectionnés. Chaque projet lauréat sera financé à hauteur de 5 000 €. La gare de Saint-Pierre sera la seule à recevoir 300 000 €, montant estimé des travaux. Dans les réunions qu'on a organisées, certains se sont rencontrés, ont fusionné leurs projets. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en situation de présenter 9 projets sur 5 lieux à réinventer. Pour chaque lieu, le projet arrivé en tête sera lauréat, sous réserve qu'il ait atteint au minimum 200 votes. Ça permet aussi de valider, parce qu'il y a un seul projet sur certains lieux, de valider l'acceptation par la population de ce projet-là, qui n'a pas vraiment de concurrence. Le vote a déjà commencé et prendra fin le 29 juin. Les projets lauréats seront annoncés le 10 juillet.
De quand précisément datent ces restes humains? Comment sont-ils arrivés à Morlaix et surtout à qui appartiennent-ils? Autant de questions que soulèvent les restes d'une énigmatique momie entreposée au musée de Morlaix depuis 1896. Un mystère qui refait surface aujourd'hui alors que la nécessité d'un nouveau travail de conservation vient d'être entamée. Une tête, 2 mains et 2 pieds, ces restes humains sont ceux d'une momie. Datés de 900 ans avant notre ère et entreposés au musée de Morlaix, ils ont depuis quelques années fait l'objet de recherches. Un mystère ancestral dont on a percé quelques secrets. Ces membres n'appartiennent sans doute pas à la même personne. La tête de momie a été bien étudiée. Donc on sait que ça appartient à un homme, un sujet masculin d'environ 40 ans, que son cerveau a été exébré post-mortem. Et qu'il provient de Basse-Égypte, donc c'est le nord de l'Égypte actuelle. Les mains et les pieds n'ont pas été étudiés à ce niveau-là de détail. Aujourd'hui, c'est la préservation de ces restes qui fait l'objet d'une attention particulière, avec notamment la création de boîtes permettant une meilleure conservation. Donc en fait, la restauratrice Soisic Négrel nous a appris à conditionner les restes humains avec des matériaux spécifiques pour la conservation, c'est-à-dire c'est des matériaux neutres qui n'émettent pas d'acidité pour évidemment ne pas abîmer les restes humains. Le carton, le scotch, la mousse et le Tyvek spécifique aussi pour tout ce qui est œuvre d'art et qui est donc un matériau spécifique pour l'emballage qui permettent une conservation sur la longue durée. Si aujourd'hui ils sont conservés à l'abri de la lumière et d'une quelconque acidité, leur exposition durant plusieurs années dans de mauvaises conditions ont endommagé certains membres, à commencer par la tête, et la question d'une possible restauration a longtemps été abordée. La tête de momie est plutôt en mauvais état. Le pied avec le tibia et l'autre pied sont plutôt en bon état. Le temps a fait son effet en fait. Elles ont été exposées pendant plusieurs années au musée, dans une église où les conditions hygrométriques n'étaient pas forcément favorables. Si ces restes humains ne sont plus visibles pour le public depuis la fermeture du musée en 2003, la question de leur exposition pour la réouverture du musée prévue en 2028 est encore débattue. C'est tout pour aujourd'hui, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Thé dans l'actu. D'ici là, portez-vous bien et belle soirée à vous.